Alors, bienvenue à ce premier webinaire sur la prise en main du MindPulse. Alors, quelques cas, c'est ce qui va vous intéresser le plus. Alors ça, c'était les toutes premiers data qu'on avait eus à l'hôpital. C'était intéressant parce qu'on voyait que des patients avec le même type de pathologie se retrouvaient systématiquement un petit peu dans les mêmes zones. On voyait aussi à gauche, les T, ce sont des étudiants qui nous déclaraient avoir des prises de stupéfiants dans les jours précédents, régulières, donc du hashish, hein. Et ils étaient systématiquement rapides. Cela dit, pas suffisamment, enfin, ils n'avaient pas suffisamment de problèmes pour que cela retentisse réellement sur leur précision. Mais ce qui était intéressant, c'est qu'on retrouvait dans le même endroit les dépressions traitées, un peu trop rapides, alors que les dépressions non traitées avaient tendance à se situer plutôt vers le bas avec plus d'erreurs. Alors ça, c'est absolument pas des données type données cliniques, c'est pas des études cliniques, c'était des pré-essais hospitaliers. Ça n'a pas valeur à dire que tous les patients de tel type de pathologie vont se retrouver sur cette zone, mais c'était intéressant de voir qu'on avait des profils finalement qui faisaient sens. Des vraies études cliniques sont en train d'être lancées actuellement, je vous ai dit, sur un certain nombre de tests. Alors, ceux qui sont suffisamment attentifs vont remarquer que le patient qui avait dans la vidéo a changé de sexe et de nom. C'est juste que je m'étais trompée dans la vidéo, ce n'était pas une fille, c'était un garçon. Et que tous les noms, on les a inventés, bien évidemment. C'est des vrais patients, mais c'est des faux noms. Donc celui-là, il était présenté dans la vidéo, je ne vais peut-être pas revenir dessus. On trouvait quand même que c'était intéressant de voir qu'avec ce type de données, on arrivait à voir finalement l'impact de la partie perceptivo-motrice sur la difficulté de précision. Alors ça, c'est un autre jeune sujet, une jeune fille de 15 ans avec une dépression sévère non traitée, et on voit très bien qu'elle a tendance à être un petit peu ralentie au niveau exécutif. On voit qu'elle va très vite au niveau perceptivo-moteur par contre, mais c'est au prix d'énormément d'erreurs. Donc son ajustement, en fait, et elle a une vitesse exécutive qui est un tout petit peu moyenne, faible, mais ce n'est pas pathologique. Mais son ajustement, c'est d'aller trop vite au niveau de sa réponse motrice, et ça se paye sur un manque important de précision. Donc c'est celle-là dont vous avez vu la courbe tout à l'heure, où on comprend bien que c'est vraiment la partie exécutive qui pose problème. Ça, c'est une patiente avec un trouble bipolaire. Elle était dans sa phase maniaque. Et on voit qu'en fait, elle est extrêmement rapide au niveau perceptivo-moteur, mais vraiment trop rapide en fait. Elle est dans les extrêmes, et elle a tendance à faire un petit peu d'erreur. Alors, sur un profil comme ça, méfiez-vous, parce que finalement, vous allez l'interpréter comme étant anormal que parce que vous avez l'historique, que parce que vous vous dites il y a une pathologie dessous. Mais vous auriez ce type de sujet chez un sujet pour lequel vous n'avez pas de connaissance de pathologie, vous n'avez pas le droit de dire que c'est anormal, puisqu'on n'est absolument pas dans les zones pathologiques, hein. Donc attention, votre connaissance clinique, elle est vraiment essentielle dans le traitement des résultats, comme dans tous les tests, hein. Et attention aussi, moi, en tant que clinicienne aussi, je vous recommande de ne jamais utiliser un seul test, hein, pour faire une fonction. Continuez à croiser vos informations et à croiser les tests. Donc ça, c'est pour vous montrer ce qui se passe avec des patients qui ont des polyatteintes assez profondes. On va systématiquement, quand on a une atteinte sévère, enfin pour l'instant sur les sujets qu'on a, ils ont vraiment tendance à aller trop vite.
par rapport à ce qu'on estime nécessaire pour eux. Et donc, on va avoir tendance à se trouver vers le bas. Alors, on n'a pas d'explication de ça, hein, c'est très nouveau, le fait d'être capable de mesurer cet aspect des choses. Euh, Moi, je pense qu'il y a quelque chose autour de la métacognition, c'est-à-dire c'est la connaissance de cet ajustement qui est rompu. Donc, du coup, sur la composante, aller à la bonne vitesse pour la bonne précision, il n'arrive plus à s'ajuster. Donc c'est toujours le même sujet pour vous montrer qu'il a énormément de mal, dès le début il est lent, il a énormément de mal à rentrer dans le go-no-go, et le go-no-go complexe va se payer au prix d'énormément d'erreurs, alors que finalement il a réussi à rentrer dans le bon tempo. Mais en gros, soit il est trop lent, soit il fait trop d'erreurs. Alors cette patiente, elle est intéressante parce que le clinicien qui a pris ces données a fait en fait un test-retest à 5 mois d'intervalle. Donc la première fois qu'il a fait passer le test, la patiente était très déficitaire. Vous voyez que sa vitesse exécutive était au percentile 99,96%. Alors qu'elle a un ajustement normal à la difficulté. Les données étaient extrêmement compliquées, et quand il m'a montré ces données la première fois, je me suis dit, mais est-ce que ça offre vraiment un intérêt? Est-ce que cette patiente a vraiment été capable de comprendre la consigne? Et on avait quand même suffisamment de réussite pour pouvoir faire des mesures, donc on l'a gardée, et ça lui a permis de retester cette patiente 5 mois après une mise sous traitement, et de voir qu'elle restait en fait dans le même profil général avec une amélioration importante, que l'amélioration elle porte d'abord sur la partie perceptivo-motrice, et la vitesse exécutive finalement arrive après. Et que cette fois-ci, c'était tout à fait possible de mesurer ce qui se passait. Donc on voit qu'elle garde des difficultés, hein, avec des moments de dérapage importants. Mais je pense que c'est vraiment intéressant de pouvoir mesurer comme ça l'amélioration après la prise d'un traitement. Ça, c'est pour vous rappeler quand même que voilà, vous trouver un équilibre. Si vous voulez faire passer un patient qui a quand même pas mal de difficultés, gardez quand même en tête que de-delà d'une certaine quantité de difficultés, si tout est faux, vous avez juste un patient qui a réussi ses apprentissages par miracle et qui n'a pas compris la consigne, ça n'offre pas de sens. Donc cette brave dame avec un Alzheimer précoce, on voit bien qu'on a dû rajouter de l'espace sur notre graphique pour pouvoir la représenter, hein. On a diminué la taille de notre référence tellement qu'elle était loin de la norme. Il y a une chose que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'on regarde aussi la variation, hein, l'écart type en fait de nos temps de réaction. Et évidemment, plus ils sont altérés, plus ces écarts types sont gigantesques. C'est totalement aléatoire. Donc, quand vos patients sont très atteints, ça ne sert à rien, ce n'est pas le MindPulse qu'il faut utiliser. Donc, un patient avec une tumeur, où là encore, on voit que c'est la vitesse exécutive qui pose problème, alors que son temps de réaction simple est normal. Alors ça pose beaucoup de questions, et c'est quelque chose qu'on a eu l'occasion d'observer à plusieurs reprises avec mes amis neurologues, c'est que quand on a des patients qui sont des patients sportifs, etc., souvent quand on fait un trail, etc., on voit qu'ils sont rapides. Donc, on a tendance à penser que ça va. Quand on regarde un petit peu plus profondément, on voit qu'en fait, non, ça va pas trop. Donc, le fait de pouvoir préciser, faire la part des choses entre cette partie qui contient la partie perceptivo-motrice et aller plus loin et regarder que la survitesse exécutive, ça nous permet de voir des choses qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Et ça, c'était un petit peu le cas inverse. C'est un patient avec un traumatisme crânien. Et là, vous voyez que la perte d'équilibre, elle est liée à une trop grande vitesse.
un patient qui présente une vitesse gigantesque, c'est-à-dire qu'il démarre au niveau moteur au quart de tour, euh, et sa précision est extrêmement mauvaise en fait. Donc là, vous voyez bien sur les courbes qu'il est très en dessous, donc il va vite, 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 et du coup, bah, il fait beaucoup d'erreurs. Donc on peut avoir une perte de l'équilibre par la trop grande vitesse et pas forcément par la lenteur. Je voulais vous montrer ça pour vous dire, si vous aviez passé ce test à 10h, 11h, minuit, et je l'ai fait souvent, vous auriez ça. Vous auriez ce type de résultat. Parce que le test est très sensible en fait. Et que je vous l'ai dit dès le début, la vitesse psychomotrice est labile. Elle dépend du moment de la journée. Donc même si on la contrôle, là, en prenant chacun comme son propre témoin, on sait très bien que quand arrive le soir et qu'on est fatigué, on rentre en mode automatique, où c'est parti. De double catégorisation vont nous sembler très difficiles. Donc, étant donné qu'il n'y a rien de pathologique sur ce résultat, si vous avez juste un résultat comme ça, que vous n'avez pas d'éléments cliniques, on peut dire qu'il est normal, oui, tout à fait. Il est parfaitement normal. Parce que, en l'absence d'éléments cliniques, c'est forcément ce que vous allez dire. Il n'y a rien de pathologique dans ce bilan. Donc, ce monsieur présente donc c'est une personne qui est tout à fait insérée dans la vie courante, qui travaille, qui n'a pas de problème, mais qui présente un manque de sommeil chronique important. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est les effets d'une petite tendance à la perte de vigilance et d'une difficulté dès qu'il faut faire une opération exécutive un petit peu plus complexe. Mais je n'aurais jamais pu donner cette analyse ou ces éléments si je ne connaissais pas le contexte clinique. Comme donc dans tous les tests, vous êtes souverain. Et rappelez-vous que ce qui vous permet d'analyser ou d'interpréter quelque chose, c'est toujours votre connaissance du patient et du contexte clinique. Voilà, je vous remercie de votre attention.